Section 2. La relation entre le chômage et l'inflation. L'appréhension du chômage. Définition. Le marché du travail est constitué par la rencontre de l'offre et de la demande de travail. L'offre de travail, c'est-à-dire la demande d'emploi, est faite par la population active. La demande de travail, l'offre de l'emploi est faite par les entreprises. Donc, il y a à savoir que l'offre de travail qui déroule les travailleurs, c'est-à-dire les ménages, la demande de travail qui déroule les entreprises, mais chez les ménages. Un chômeur est défini non seulement comme un individu sans travail qui recherche un emploi, mais en plus l'emploi qu'il recherche doit être durable à temps plein. C'est-à-dire c'est au moins 8 heures par 24 heures. Il se distingue du sous-emploi qui est une situation où les travailleurs sont peu ou mal à employer. Le sous-emploi inclut en général un chômage saisonnier constitué par les salariés inoccupés périodiquement du fait du rythme climatique de leur activité. Le chômage partiel qui est constitué par les salariés dont la durée journalière ou hebdomadaire de leur activité est inférieure à celle qu'elles désirent. Et le chômage déguisé qui représente la partie fondamentale de sous-emploi, il correspond au nombre de travailleurs salariés ou non que l'on peut retirer d'un secteur sans réduire sa production. C'est un phénomène courant dans l'activité agricole, mais également urbaine dans l'artisanat et le commerce traditionnel. Cette définition implique l'existence dans chaque centre de production d'une productivité marginale nulle d'une partie des travailleurs. Une telle situation existe surtout dans le secteur traditionnel. On mesure généralement l'ensemble du sous-emploi en confrontant le total des heures disponibles au cours de l'année et des heures nécessaires à la production annuelle. On obtient ainsi pour le Maroc dans le secteur agricole un taux de sous-emploi d'environ 40%. Ce taux nous indique que la force de travail agricole est peu employée dans le cadre de l'année. Le taux de chômage indique la proportion de la population active qui est sans emploi. La population active regroupe les personnes qui exercent une profession salariée ou non, plus les chômeurs. Le pourcentage de la population active dans la population totale est généralement d'environ 40 jusqu'à 45% dans les pays industriels et de 30% dans les pays sous-développés. Alors, comment calculer le taux de chômage? Prend le nombre des chômeurs divisé par le nombre des chômeurs plus les personnes ayant un emploi. Et pour trouver un taux, il faut multiplier bien sûr par 100. Donc, le nombre de chômeurs plus les personnes ayant un emploi dans la population active. Le problème du chômage peut être analysé de deux façons, à court terme et à long terme. À long terme, on parle des taux naturels de chômage. C'est un taux de chômage normal d'une économie qui ne disparaît pas automatiquement à long terme. À court terme, on parle des taux de chômage conjoncturel ou cyclique. C'est un taux qui varie en fonction de la conjoncture autour des taux naturels. Il est lié à la fluctuation économique de court terme. Donc à long terme le taux de chômage à long terme كيعطينا يعني كيعطينا le taux de chômage vrai اللي كاين في هذاك البي. Alors à court terme, il prend en considération les fluctuations économiques ou là par exemple saisonnièrement يكونوا des professions ils disparaissent à la fin des saisons, etc. Les différentes formes de chômage. Il y a, selon les époques et les pays, le chômage peut prendre des formes différentes. Le chômage conjoncturel est dû au ralentissement de l'activité économique à court terme. C'est le chômage keynésien. Une baisse de la demande entraîne un ralentissement de l'activité économique. La demande anticipée des entrepreneurs est insuffisante. Alors le chômage conjoncturel كيديروا لنا في الغالب les entreprises اللي كيديروا لنا واحد la production اللي هي قليلة. وهذيك لا برودكسيون تكون قليله. il demande واحد الماin d'œuvre اللي تكون اوسي قليله. و اترافير هذا الشيء غادي يكون عندنا واحد الشوماج بيان سور شوماج انفولونتير. Puis, chômage structurel ou chômage d'adéquation est lié au changement à long terme intervenu dans les structures démographiques, économiques, sociales et institutionnelles. Les spécialistes considèrent ce chômage comme un chômage chronique, permanent de longue durée. Puis, il y a le chômage frictionnel qui est lié au délai d'ajustement de la main-d'œuvre d'un emploi à un autre à court terme, l'absence d'information.
Elle est du fait que dans chaque pays, la demande d'emploi émanant des chômeurs ne correspond pas qualitativement et spatialement à l'offre d'emploi. Le remède de cette situation est donc le recyclage ou le déplacement des travailleurs. Puis il y a le chômage technique qui est dû à une interruption du processus technique de production à court terme, les emplois et les pénuries des matières premières. Et dernièrement, il y a le chômage technologique qui apparaît à la suite d'innovations qui économisent du travail par la substitution du capital ou au travail, robotisation, informatisation. Donc, dernier genre de chômage technique. Et il résulte de la robotisation ou bien de l'informatisation. C'est un chômage technologique. Bien sûr, on remplace la main-d'œuvre avec des robots, bien sûr, avec des moyens d'informatique suite à l'innovation, etc. Donc, les points de vue des grands courants de pensée économique, on commence avec l'approche microéconomique des néoclassiques. En concurrence parfaite, le salaire s'ajuste pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. L'excédent de travail se résout par la baisse du taux de salaire qui provoque le retrait volontaire de certains chômeurs. À ce taux, ils préfèrent les loisirs, effets de substitution, et des embauches nouvelles si la productivité marginale du travail est supérieure au coût marginal du travail. Le modèle considère le travail comme une marchandise ordinaire. Le marché est donc régulé par son prix, c'est-à-dire le taux de salaire réel. La réalité est bien différente du schéma théorique. Cette différence s'explique selon les libéraux par des causes structurelles économiques. Le salaire minimum légal, c'est-à-dire le SMIC, les allocations du chômage, les syndicats, négociations collectives, conventions collectives, accords entre syndicats des salariés et syndicats des patrons. Donc pour le salaire minimum légal et l'équilibre sur le marché du travail, quant à la législation du travail impose salaire minimum légal au-dessus du salaire d'équilibre, elle engendre une offre de travail excédentaire et une demande de travail insuffisante dont on observe du chômage. L'équilibre du marché du travail sans salaire minimum légal. Voilà, on voit que l'offre est une fonction décroissante en fonction des salaires, alors que la demande est une fonction décroissante en fonction des salaires. Plus les salaires sont minimes, plus la capacité des entreprises à faire des embauches est élevée. Alors, puisque l'offre, plus par exemple les salaires sont hauts, alors plus la capacité des entreprises à embaucher est moindre. Donc voilà, salaire d'équilibre, quantité de travail à l'équilibre. Équilibre avec le salaire minimum légal. Donc toujours l'offre de travail elle est constituée par les ménages, alors que la demande de travail elle est constituée par les entreprises. Donc par exemple ici la situation c'est la quantité de travail à l'équilibre et le salaire minimum ou bien le salaire à l'équilibre. Le salaire est maintenu à un niveau supérieur au niveau d'équilibre. L'intervention publique crée ainsi le chômage involontaire en réglementant le salaire et en une allocation du chômage. Selon le courant néoclassique, le chômage provient des rigidités du fonctionnement du marché du travail. Les syndicats et les négociations collectives. Un syndicat est une organisation de travailleurs représentant ceux-ci dans les négociations sur les salaires et les conditions de travail. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord, le syndicat dresse la menace de grève qui constitue un moyen de pression légale permettant de défendre les intérêts de la classe salariée, tout en maintenant la rigidité du salaire à la baisse. La demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel puisque pour les néoclassiques, la productivité marginale est croissante, puis décroissance à partir d'un certain niveau. C'est lorsque la productivité marginale égale le coût marginal. Si les conditions de concurrence pure et parfaite sont respectées sur le marché du travail, il existe un niveau de salaire d'équilibre qui permet la satisfaction de l'offre et de la demande de travail.
Si le déséquilibre persiste, c'est à la raison de l'existence de rigidités qui empêchent le salaire de se fixer à son niveau d'équilibre est ainsi à la réduction de l'écart entre l'offre et la demande de travail. La preuve macroéconomique pour les keynésiens. Le travail n'est pas une marchandise, le marché est une fiction. En effet, les variations des prix ne se produisent pas via rigidité des prix. Selon Keynes, le travailleur ne choisit pas de travailler ou de chômer car il doit vivre. L'élasticité de l'offre par rapport au prix est nulle. On représente cette idée par une courbe horizontale coudée à l'approche du plein emploi où la pénurie du travail entraîne une concurrence entre les employeurs car la population disponible ne peut augmenter. Donc l'offre de travail, quel que soit le prix affiché, l'offre se maintient même si le salaire baisse. Pas d'ajustement à la baisse quand le salaire augmente. L'offre de travail connaît une sensible variation car la quasi-totalité de ceux qui désirent travailler sont déjà sur le marché. Demande du travail. Une marchandise satisfait un besoin quand ses consommateurs sont soumis à une contrainte de rareté. Ils réagissent à une baisse des prix en augmentant leur demande et inversement, l'intensité de cette réaction est mesurée par l'élasticité prix de la demande. À l'inverse, l'entrepreneur achète le travail non pas pour satisfaire ses propres besoins, mais ceux des consommateurs. La demande donc déterminée sur un autre marché, celui des biens et services, où se forment des débouchés. Or, comme les salaires déterminent la consommation, leur baisse pousse les entreprises à prévoir un recul des débouchés et à réduire leur demande de travail. Quand le salaire baisse, les employeurs augmentent peu l'embauche car leur production présente est déterminée par la demande prévue auparavant et leur programme futur est revu à la baisse par le recul des revenus salariés. Des ajustements à la baisse d'embauche. Le prix, c'est-à-dire le salaire, est rigide car les travailleurs défendent son niveau nominal et ne peuvent anticiper son niveau réel. Il est donc orienté à la hausse. L'ajustement se fait a posteriori de façon imprévisible par la variation du niveau général des prix. La variation principale est donc le niveau d'activité anticipé par les entrepreneurs. Le chômage est donc conjoncturel. Il fait donc réguler non pas le prix, c'est-à-dire le salaire, mais par la demande, investissement et consommation. Cela justifie les politiques actives de la demande. Cette thèse a été validée pendant la période 29-77-70, mais ne se vérifie plus avec les reprises actuelles 75, 79, 83, 90, 95, 98. À côté de la composante conjoncturelle, il y a donc une composante structurelle, salaire dysfonctionnement du marché, c'est-à-dire le chômage permanent. On admet ainsi la perte d'efficacité de la régulation par la demande, puisque chaque relance multiplie les déséquilibres, inflation, déficit extérieur et budgétaire sont générés assez d'emplois. La relation inflation-chômage courbe de Phillips. L'objectif d'assurer l'expansion et le plein emploi sans inflation est confronté au problème de la stabilité des prix. Le chômage peut dès lors devenir comme un moyen de régulation de l'inflation salariale. Cette thèse a été soutenue depuis 1958 à travers la relation de Phillips. Cette loi dégage une relation inverse entre taux d'inflation et le taux de chômage. Si le chômage décroît, alors le taux d'inflation augmente et inversement. Cette thèse visait à expliquer le conflit entre le plein emploi et la stabilité monétaire et à proposer des variants de politique économique selon la conjoncture à la choix entre un peu plus de chômage pour un peu moins d'inflation et inversement. La relation entre le chômage et le taux salarial. Phillips publie en 1958 une étude sur la période 1861-1957 au Royaume-Uni qui établit une relation inverse et stable entre variation du taux de salaire et le taux de chômage. Donc, variation du taux de salaire et le taux de chômage.
cours des années 70 aux États-Unis, l'économie a enregistré un chômage et inflation élevés en même temps. Pourquoi on a assisté à l'augmentation conjuguée du chômage et l'inflation? Le taux d'augmentation des salaires pour tout niveau de chômage dépend des anticipations des augmentations concernant l'inflation. En ce sens, si les salaires anticipant l'augmentation des prix, ils demandent en compensation des augmentations des salaires. Les employeurs résident à cette demande car ils pensent pouvoir récupérer sur les prix des produits. Par conséquent, ces anticipations inflationnistes fortes dans les années 70 ont entraîné une hausse de l'inflation conjuguée à l'augmentation du chômage. Cette nouvelle courbe est appelée courbe de Phillips, augmentée des anticipations. Durant les années 70, cette courbe se déplace vers le haut à plusieurs reprises pour elle s'est stabilisée les années 80 quand l'inflation réelle égale à l'inflation prévue et cela se produit pour un niveau particulier de chômage appelé taux de chômage naturel. La relation entre le taux de chômage et rythme de hausse des prix. La seconde étape de l'analyse initiée par Samuelson et Solo en 1960 consiste à transformer la relation initiale et relation stable. Cette transformation admet que la part relative des salaires et des profits reste inchangée. La représentation de cette hypothèse se fera sur un même graphique. L'échelle de prix se trouve décalée par rapport à l'échelle des salaires d'un pourcentage égal à celui de l'amélioration de la productivité. La projection des points E situés sur la courbe de Phillips sur l'axe des abscisses indique le taux de chômage compatible avec la stabilité des prix. L'évaluation de montrer qu'en Angleterre, pour une productivité augmentant de 3% par an, le taux de chômage assurant une hausse équivalente des salaires sans inflation s'établirait à 2,25%. Les monétaristes, les anticipations adaptatives. Si le gouvernement a une politique monétaire expansionniste, les prix augmentent à court terme et les salaires ne s'adaptent pas à ce changement des prix de sorte que les salaires réels baissent. Le travail est en meilleur marché, les entreprises embauchent et le chômage baisse avec le temps. Les salaires nominaux s'adaptent au nouveau prix de sorte que le salaire réel et le chômage reviennent à leur niveau initial. Selon Friedman, à long terme, les salaires ne sont pas victimes de l'illusion monétaire. Donc on parle ici du taux d'inflation et ici du taux du chômage. Donc ici c'est le courbe de Phillips à court terme avec inflation anticipée élevée et le courbe à long terme. À long terme, les salaires nominaux s'ajustent, hausse des salaires nominaux qui entraîne l'inflation. Pour Friedman, l'arbitrage inflation au chômage n'existe qu'à court terme en raison des anticipations des salaires. Or, celle-ci porte sur des salaires réels. À long terme, l'inflation anticipée est égale au taux d'inflation observé. L'augmentation des salaires réels devant être égale au gain de productivité, le taux de chômage devient indépendant du taux d'inflation. C'est le taux de chômage naturel et les structurel. Selon les monétaristes, on ne peut donc pas le réduire avec des outils de politique conjoncturelle, sous peine de relancer l'inflation sans réduire le chômage, voire en l'accroissant.